Cette fois, l'année dernière, j'ai fait une compilation des vidéos préférées d'un groupe de personnes qui écoutaient ma chaîne et se faisaient appeler Brief Club. Suite à de nombreuses demandes, la prochaine compilation de vidéos sera basée sur le nombre de likes, comme vous l'avez suggéré. Cependant, ce n'est pas une mesure très précise. Avec ma chaîne, lorsqu'une vidéo est lancée, elle a généralement un pourcentage de likes assez élevé, qui diminue ensuite au fur et à mesure que la vidéo vieillit. Cependant, j'ai élaboré une méthode qui peut plus ou moins calculer les 3 vidéos les plus aimées de 2021, en tenant compte du fait que certaines ont été lancées près de 12 mois plus tôt que d'autres. Alors les voici, en commençant par le numéro 3 qui a été lancé en décembre 2021. Théodore Durand est né à Toronto, Canada en 1871, mais quand il avait environ 7 ans, sa famille a déménagé à San Francisco. Il n'avait qu'un seul frère ou sœur, une sœur nommée Maude, qui est devenue plus tard une danseuse bien connue sous le nom de Maude Allen. La famille était vue comme respectable et travailleuse. Le père de Théodore était cordonnier et, avec sa femme Isabella, allait à l'église le dimanche. Ils encourageaient leurs enfants à étudier dur et à s'assurer qu'ils représentaient toujours les valeurs et les normes sociales de l'époque. Théodore était un très bon élève et après avoir terminé l'école, il a obtenu une place au Cooper Medical College. Il est également devenu membre du California Signal Corps et il assistait régulièrement à l'église baptiste Emmanuel sur Bartlett Street où il est devenu le surintendant adjoint de l'école du dimanche. Il était très apprécié et considéré comme un jeune homme très respectable. Les jeunes dames faisaient des efforts pour lui parler et leur mère ne les décourageait pas d'exprimer leur intérêt pour le beau jeune homme qui étudiait pour devenir médecin. Cependant, certains avaient suggéré que Théodore souffrait de dépression et il y avait une rumeur selon laquelle il avait, à l'occasion, visité les bordels locaux. Ces histoires étaient généralement simplement rejetées comme des commérages malveillants par des personnes qui voulaient discréditer un jeune homme aussi prévenant et attentif. L'une des jeunes dames qui était assez amie avec Théodore s'appelait Blanche Lamont. Elle avait 21 ans et était venue à San Francisco de la petite ville de Eckler au Montana où elle enseignait dans une école avec une seule salle de classe. Elle était originaire de Dillon, Montana, et était l'une des 5 enfants, ayant un frère et 3 sœurs. Elle avait déménagé à San Francisco avec sa jeune sœur nommée Maude, car elle était désireuse de poursuivre ses études. Les 2 jeunes dames vivaient au 209 rue du 21e avec leur oncle et leur tante. Blanche était une visiteuse régulière de l'église baptiste Emmanuel et est rapidement devenue un membre populaire de la congrégation. Elle avait un caractère agréable et aimable et Théodore la trouvait très charmante. Les 2 étaient souvent vus en conversation après le service de l'église chaque dimanche. Le matin du mercredi 3 avril 1895 était comme la plupart des autres matins. Mademoiselle Lamont a quitté sa maison comme d'habitude pour aller à l'école où elle se formait pour devenir enseignante. Alors qu'elle marchait le long de la 21e rue, elle a vu Monsieur Théodore Durand. Il se rendait au collège médical Cooper. Ils ont marché ensemble pendant un moment avant de se dire au revoir et de partir dans des directions différentes. L'après-midi, Mademoiselle Lamont étudiait la cuisine dans une autre école. Elle rentrait toujours en tramway, mais ce jour-là, Théodore l'attendait. Elle semblait contente de le voir. Ils ont brièvement discuté avant l'arrivée d'un tramway. Ils se sont ensuite assis et ont poursuivi leur conversation. Ils avaient l'air de bonne humeur. Ils sont descendus à la 21e rue et se sont dirigés vers l'église baptiste Emmanuel. Plus tard dans la soirée, Madame Noble commençait à s'inquiéter, car sa nièce n'était pas rentrée, ce qui était très inhabituel pour elle. Madame Noble supposait qu'elle était allée rendre visite à une amie, mais sachant que Blanche assistait habituellement à la réunion de prière du soir, elle s'est rendue à l'église pour voir si elle y était. À la grande surprise de Madame Noble, elle n'y était pas. Théodore a demandé où était Mademoiselle Lamont. Mais Madame Noble a répondu que sa nièce ne pouvait pas assister. Théodore a dit qu'il l'avait vue plus tôt dans l'après-midi et qu'il passerait chez elle plus tard, car il avait un livre qu'il voulait lui laisser. 2 jours plus tard, Mademoiselle Blanche Lamont n'était toujours pas revenue, alors Madame Noble a signalé la disparition à la police. Alors qu'il tentait de découvrir ce qui était arrivé à la jeune dame, Madame Noble a reçu un colis contenant les bagues de sa nièce. Elle a trouvé cela très étrange et s'est demandé qui aurait pu lui envoyer cela. Quand M. Théodore Durand a revu Madame Noble, il lui a dit qu'il craignait que Blanche ait perdu son chemin. Quand Madame Noble a demandé ce qu'il voulait dire, il a répondu qu'il croyait qu'elle avait abandonné sa vie vertueuse pour devenir une prostituée.
Bien que Madame Noble trouvait cela hautement improbable, elle était maintenant extrêmement inquiète pour sa nièce. Le vendredi saint, le 12e avril 1895, une jeune dame de 21 ans nommée Minnie Flora Williams a quitté sa pension pour assister à une réunion de membres de l'Église chez un ancien de l'Église, un dentiste nommé Dr. à Vogel. La réunion devait débuter à 19h30. Pourtant, Minnie n'est jamais venue. À 9h30 du soir, M. Théodore Durand a fait une apparition. Il était le secrétaire de la société, donc il savait que la réunion avait commencé beaucoup plus tôt. Il est resté jusqu'à la fin à 11h30, lorsque tout le monde a dit au revoir et a pris le chemin du retour. Théodore a cependant choisi de se rendre d'abord à l'église. Le lendemain, le samedi 13 avril, les membres de l'église s'étaient arrangés pour se rencontrer afin de préparer le service du dimanche de Pâques. Les premiers membres à arriver étaient Madame Nolte, Madame Minnie Lord et Mademoiselle Cathy Stevens. Après une brève discussion, elles se sont rendues à un petit placard dans la bibliothèque de l'église. En l'ouvrant, elles ont découvert le corps mutilé d'une jeune femme. La police a identifié le corps comme étant celui de Mademoiselle Minnie Williams. Elle était un membre assidu de la congrégation de l'église. Cela faisait seulement 10 jours qu'une autre jeune femme, Mademoiselle Blanche Lamont, avait disparu et la police pensait qu'en toute probabilité, sa disparition serait liée au meurtre de Mademoiselle Williams. L'église et les environs ont été fouillés, mais rien d'anormal n'a été trouvé. Cependant, la police avait omis de fouiller le clocher. On leur a rappelé de le faire, et 2 officiers ont emprunté les escaliers sombres et poussiéreux. Alors qu'ils se rapprochaient, une sensation de froid les envahit. Arrivés au sommet, ils ont constaté que la porte était fermée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, mais il y avait le corps d'une jeune femme. Elle avait été soigneusement étendue sur le sol et sa tête était soutenue par un bloc de bois. Vu l'obscurité, on s'est dépêché d'aller chercher des bougies. Bientôt, les officiers ont pu voir le spectacle macabre. L'inspecteur a donné l'instruction d'apporter un cercueil afin de retirer le défunt. Plus tard, le corps a été identifié par Madame Noble comme étant sa nièce, Mademoiselle Blanche Lamont. Le capitaine Lees du département de police de San Francisco a été chargé de l'enquête et a rapidement découvert que Théodore Durand avait été vu avec les 2 victimes les jours où elles ont disparu. Il a été vu avec Mademoiselle Lamont dans le tramway le 3 avril. Des témoins ont dit qu'ils avaient l'air très heureux en compagnie l'un de l'autre. Il avait son bras autour d'elle et chuchotait apparemment à son oreille. Ils ont également été vus se dirigeant vers l'église et un témoin les a effectivement vus entrer. Une dame nommée Madame Leake a dit qu'elle avait vu M. Durand qu'elle connaissait car elle fréquentait l'église. Elle a confirmé qu'il était avec une jeune dame qu'elle n'a pas clairement vue. Elle a cependant vu les 2 entrer dans l'église vers 4h20. L'organiste de l'église, un monsieur nommé M. George King, a dit à l'inspecteur qu'il avait vu Théodore descendre du clocher le jour où Mademoiselle Lamont a disparu. Il a dit que Théodore lui avait dit qu'il enquêtait sur une fuite de gaz et qu'après avoir inhalé du gaz, il se sentait assez faible. Théodore lui a ensuite donné de l'argent pour acheter du bromo seltzer. M. King a dit qu'il a fait cela et est revenu aussi vite qu'il le pouvait. Il a ajouté qu'il ne sentait pas le gaz, et quand ils ont quitté l'église, M. Durand s'était quelque peu rétabli, bien qu'il se plaignait encore de ressentir les effets de son expérience. Des témoins ont raconté avoir parlé à M. Durand après la prière du soir. Ils ont dit qu'il semblait très calme. M. Durand avait également été vu en compagnie de Mademoiselle Williams le 12e avril. Un monsieur nommé Charles Hill a dit aux détectives qu'ils les avaient vus ensemble ce soir-là et qu'ils étaient tous les 2 entrés dans l'église. L'inspecteur a décidé que ces détectives devraient visiter et fouiller la maison de M. Durand. Cependant, à leur arrivée, il était absent, parti avec le corps des signaux. Malgré cela, ils ont continué la recherche. Fait intéressant, le sac à main de Minnie Williams a été trouvé dans la poche de son manteau. À la fin de la journée, 2 détectives étaient arrivés au camp du corps des signaux et avaient arrêté leur suspect. Lorsqu'il est apparu que Théodore Durand avait été arrêté et ramené à San Francisco, les gens se sont rendus au Fisherman's Wharf pour essayer d'apercevoir la personne qui, croyait-on, avait commis le crime le plus atroce. Les autopsies sur les corps ont par la suite montré que les 2 jeunes dames étaient mortes par strangulation. Une fois le défendeur arrêté, d'autres jeunes femmes se sont manifestées et ont informé la police que M. Durand n'était pas du tout un gentleman. Il était en fait un individu dépravé qui agissait souvent de manière très particulière.
Certaines ont raconté comment il les avait courtisées et essayé de créer des situations où il pourrait avoir des moments seuls avec elles, dont elle sortirait très offensée. Lorsqu'il a été interrogé, Théodore Durand a nié avoir quoi que ce soit à voir avec les meurtres. Le procès a commencé le 22 juillet 1895, bien que le premier mois ait été largement consacré à la sélection du jury. Lorsque les procédures ont réellement commencé, Théodore a plaidé non coupable. Il a déclaré avoir assisté à des cours au Cooper Medical College le jour de la disparition de Miss Lamont. Les registres indiquaient sa présence cet après-midi-là, mais les étudiants répondaient souvent les uns pour les autres. Quand une personne en particulier ne pouvait pas assister, il n'y avait personne qui pourrait réellement dire que Théodore était présent toute la journée. Bien qu'il semblait que la presse et les citoyens de San Francisco l'avaient déjà trouvé coupable, il y avait quelques jeunes dames qui l'attendaient tous les jours à l'extérieur des tribunaux. Des personnes criaient leur soutien et leur conviction de son innocence alors qu'il se dirigeait vers le quai. Au tribunal, de nombreux témoins ont raconté avoir vu M. Durand et Mlle Lamont le jour de sa disparition. Cela incluait 3 jeunes dames qui étaient des camarades de classe de la défunte. Leurs noms étaient Mlle Edwards, Mlle Lanigan et Mlle Pleasant. Toutes ont déclaré qu'elles avaient vu M. Durand et Mlle Lamont assis ensemble dans le tramway. La défense a déclaré au tribunal que M. Durand était un visiteur régulier de l'église et qu'il n'était pas inhabituel pour lui d'y être aux heures où les témoins prétendaient l'avoir vu. Un propriétaire de prêteur sur gage nommé Adolphe Oppenheimer a déclaré au tribunal que le défendeur était un gentleman qui avait essayé de lui vendre des bagues. Il a identifié les bagues comme étant les mêmes que celles qui appartenaient à Mlle Blanche Lamont. Des témoins ont également vu M. Théodore Durand se disputer à l'extérieur de l'église avec Mlle Minnie Williams. La dispute avait alerté un passant nommé M. Hodgkins, qui a pris sur lui d'essayer d'intervenir. Il a témoigné que le comportement de M. Durand n'était pas digne d'un gentleman. Il a dit que le couple s'est finalement calmé et est entré ensemble dans l'église. La défense a cependant affirmé que Mlle Minnie Williams était souvent connue pour être assez hystérique. D'autres témoins ont informé le tribunal que Mlle Williams s'était comportée étrangement après la disparition de Mlle Lamont. Ils ont dit qu'elle leur avait dit qu'elle en savait trop sur la disparition et craignaient que cela ne soit dû à un acte criminel. L'accusation était d'avis que Blanche Lamont avait été assassinée dans la bibliothèque de l'église et que son corps avait ensuite été traîné jusqu'au clocher. Ils en étaient arrivés à cette conclusion car ses cheveux avaient été découverts sur les marches menant à l'endroit où elle a été trouvée. La défense a contesté cela. Ils ont affirmé qu'il aurait été impossible pour l'accusé de pouvoir transporter la victime jusqu'au clocher. Et ils ont également souligné qu'il y avait d'autres personnes qui avaient accès à l'église et y passaient de nombreuses heures. La défense a suggéré qu'il y a un certain nombre de suspects potentiels qui n'ont pas été correctement enquêtés. Ils ont également souligné que le meurtre de Minnie Williams était assez brutal. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises, mais aucun sang n'a été trouvé sur les vêtements de l'accusé et aucune preuve qu'il en avait disposé. Alors que le procès progressait, une troupe de théâtre de San Francisco a créé une pièce sur l'affaire, mais la production n'a pas été autorisée pendant la durée des procédures judiciaires. Cela a entraîné l'envoi en prison pour 3 jours pour outrage à la cour du producteur, un gentleman nommé M. W. R. Daly. En tout, plus de 50 témoins ont témoigné pour l'accusation et le 24 septembre, le procès s'est terminé et le jury a été envoyé pour délibérer. Ils sont revenus juste 5 minutes plus tard pour trouver les accusés coupables et le juge l'a condamné à mort. Sa défense a tenté d'obtenir un appel qui a été refusé, mais il a fallu près de 3 ans jusqu'à ce que toutes les voies pour essayer de renverser la sentence soient épuisées. Avant son exécution, un prêtre a demandé à Théodore de se confesser, mais il a répondu qu'il était innocent. Une fois sur l'échafaud, il a dit « Je dis maintenant ce jour devant Dieu, à qui je vais maintenant rencontrer mes Juifs, je suis innocent. » Théodore Durand a été pendu le 7 janvier 1898. Après l'exécution, le corps a été remis à ses parents, M. William et Mme Isabella Durand. Cependant, en raison de l'émotion publique forte autour de l'affaire, ils ont eu du mal à trouver un crématorium qui accepterait le corps de leur fils. Finalement, ils ont transporté le cercueil à Los Angeles, où une crémation a eu lieu le 13 janvier 1898. L'église Baptiste-Emmanuel, sur la rue Bartlett, a été démolie en 1915. La deuxième vidéo la plus aimée est une histoire de France qui a été lancée en avril 2021.
Victor-Joseph Prévost est né le 11 décembre 1836 dans la petite ville de Montmont, qui est située à environ 40 miles au sud-est de Paris. Son père travaillait comme cocher, transportant des passagers de ville en ville, tandis que sa mère restait à la maison pour s'occuper du jeune Victor et de ses deux frères aînés, nommés Léon et Eldolf. Il a souffert de boulimie dès son plus jeune âge, de quelque chose qui avait également affecté son père, mais il était un enfant heureux et aimait jouer avec ses frères et aller à l'école. Depuis les premières années du XIXe siècle, la France a connu une augmentation constante du nombre d'écoles qui offraient une éducation primaire obligatoire pour tous. Le taux de croissance le plus élevé était entre 1821 et 1837, lorsque ces écoles ont non seulement été ouvertes dans les grandes villes, mais ont également atteint les zones rurales du pays. Victor et ses frères ont fréquenté l'une de ces écoles. Quand Victor avait 14 ans, il a quitté Montmont et est allé à Paris, où il a pris un poste dans une entreprise qui fabriquait des clôtures et des treillis. Les treillis étaient très populaires en France. Les Français tenaient beaucoup à ce que leurs jardins et espaces extérieurs soient aussi beaux que possible. L'inspiration avait depuis longtemps été prise des magnifiques jardins du palais de Versailles qui ont été conçus par André Lenot et qui étaient considérés par Louis XIV comme tout aussi importants que la splendeur du palais lui-même. Victor, cependant, était mécontent de sa position. Il était contraint de travailler de longues heures, et alors que les autres employés avaient un lit pour dormir, il devait se contenter d'un matelas sur le sol. Le fait qu'il souffrait de boulimie ne le rendait pas non plus sympathique aux yeux des autres travailleurs. En 1850, la boulimie n'était pas une condition qui était comprise par la profession médicale, et les employeurs de Victor le considéraient comme un jeune homme avide et égoïste. Surpris à voler du pain, il a été fouetté et ses rations ont été réduites. La vie était devenue très différente de l'éducation paisible qu'il avait appréciée avec sa famille à Montmont. Il est devenu un jeune homme très fort. Il était également serviable et prévenant envers les autres, mais être traité de la manière dont il l'était par ses patrons était quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Les choses ont changé pour lui lorsqu'il a vu un jeune homme qui livrait de la viande se faire renverser par un chariot de lait. Le conducteur du chariot de lait a poursuivi son chemin sans s'arrêter. Victor, cependant, a aidé le jeune homme et a transporté la viande à l'adresse où elle devait être livrée, qui était une boucherie à proximité. Le boucher était très reconnaissant de l'aide de Victor et lui a offert un apprentissage. Ainsi, le jeune Victor-Joseph Prévost a quitté son poste chez le fabricant de clôtures et de treillis et a commencé sa formation pour devenir boucher. Victor adorait son boulot. Il devait transporter de la viande sur de longues distances, visitant des fabricants de tartes, des restaurants, des hôtels et des clients privés. Il a également appris les différentes coupes de viande et a finalement maîtrisé son métier. Quand la journée se terminait, il était également autorisé à manger autant de nourriture qu'il le désirait. C'était un beau jeune homme et l'attention féminine semblait le suivre. Cependant, lorsque la maîtresse du propriétaire de la boucherie a commencé à lui accorder trop d'attention, il a été renvoyé. Ne se laissant pas abattre par la situation dans laquelle il se trouvait désormais, Victor a commencé à travailler dans une école où, là encore, il a attiré beaucoup d'attention féminine. En avril 1855, il a été enrôlé dans l'armée. L'armée française avait recruté des soldats pendant de nombreuses années, notamment pendant la Révolution française, lorsque la République nouvellement créée avait besoin de forces militaires plus puissantes. Tous les jeunes garçons grandissaient bien conscients du dicton « Tout Français est un soldat et se doit à la défense de la nation ». Victor a servi dans l'armée jusqu'à la fin de 1861, mais à l'automne de 1862, il s'est réengagé et a passé les 7 années suivantes au service militaire. En 1866, il a été affecté à l'escadron très prestigieux de son grade, qui avait la responsabilité d'escorter l'empereur Napoléon III à cheval lors de ses apparitions publiques. Il s'occupait également de sa famille et gardait les palais impériaux. Au bal de Le Tuileries, une dame qui accompagnait un attaché d'ambassade a été repérée en train de poser de nombreuses questions et de prendre des notes. On lui a demandé de quitter le bal et elle a été interrogée par la police. La dame était très attirante et la police semblait très suspicieuse quant à la raison pour laquelle elle prenait des notes.
Leur enquête a révélé que cette dame venait d'une famille riche qui passait son temps à voyager, à aller à des bals et à avoir des rendez-vous avec de beaux jeunes hommes, dont l'un était un membre très respecté de l'escadron de la Songarde, nommé Victor-Joseph Prevost. Peu de temps après le bal, la dame n'a plus été vue à Paris. La police a enquêté sur sa disparition et a découvert que la dernière fois que quelqu'un se souvenait l'avoir vue était la même nuit où elle avait été vue en compagnie de Victor. Cependant, ils ont fait peu d'efforts pour enquêter. Elle voyageait souvent, alors ils pensaient qu'elle avait simplement quitté Paris pour un temps. Ils ont parlé à Victor, mais il leur a dit qu'il ne savait pas où elle était partie, et comme il était un membre bien considéré de l'armée, la police n'avait aucune raison de soupçonner qu'il avait fait quelque chose de répréhensible. En 1869, Victor a terminé son service distingué dans l'armée et a commencé à travailler comme policier. Sa principale responsabilité était d'être présent dans les rues et de s'assurer que tous les bons citoyens de Paris vaquaient à leurs occupations de manière ordonnée. Il est vite devenu familier dans les zones patrouillées. Il était toujours amical avec les enfants, qui le respectaient généralement en tant que figure d'autorité. Les dames étaient toujours très désireuses de capter son regard ou de trouver une excuse pour lui parler. Alors qu'il passait, elles chuchotaient souvent entre elles, et il est rapidement devenu plus communément connu sous le nom de l'homme beau. Cependant, Victor avait du mal à sa position. C'était un personnage fort et imposant, donc même s'il trouvait facile de contrôler quiconque causait une commotion, il ne se comportait pas toujours de manière exemplaire. C'était étrange, car lorsqu'il a terminé sa carrière militaire, il est parti avec un dossier impeccable et un certificat de bonne conduite. Bien que Victor ne soit pas marié, il y avait une dame avec qui il passait beaucoup de temps. Son nom était Adèle Blondon. Elle avait travaillé pendant de nombreuses années pour un vieux monsieur qui lui avait légué 30 000 francs dans son testament. Adèle, une dame prudente, avait investi une partie de l'argent reçu dans une petite entreprise. Elle cachait habituellement ses bijoux et son argent chez elle. Le 27 février 1876 était un dimanche et Adèle a quitté sa maison vers midi pour aller déjeuner avec Victor. Il vivait dans un petit appartement au 22 rue de l'Évangile, qui était en face du commissariat où il était basé. C'était une journée froide et la propriétaire d'Adèle l'a vu partir. Elle lui a porté une attention spéciale. Car elle a remarqué qu'Adèle portait beaucoup plus de bijoux que d'habitude, et en plus de porter une robe et des manteaux très élégants, elle avait placé un châle tartan aux couleurs vives sur ses épaules. Cependant, Adèle n'est pas revenue. Elle avait une sœur à qui elle prêtait parfois de l'argent. N'ayant pas eu de nouvelles d'Adèle pendant un moment, elle est allée chez elle, mais Adèle n'était pas là. Elle a interrogé la propriétaire qui ne l'avait pas vue. La propriétaire a pris sa clé de secours et, avec la sœur d'Adèle, est entrée dans la maison. Tout était parfaitement en ordre. Rien n'était déplacé, mais aucune trace d'Adèle. Les deux femmes se sont ensuite rendues au commissariat et ont informé qu'Adèle Blondon était portée disparue. Elles ont dit à l'officier que le jour où mademoiselle Blondon a été vue pour la dernière fois, elle était en route pour rendre visite à Victor Prévost. On a demandé à Victor s'il savait où elle pouvait être, et il a dit qu'il ne savait pas. La police n'a pas passé trop de temps à enquêter sur l'affaire. Les gens disparaissaient souvent pour diverses raisons. Parfois, ils réapparaissaient, et d'autres fois, ils ne le faisaient pas. Mais en 1876, la population de Paris avait atteint près de 2 millions de personnes, et bien que ce soit une ville où vivaient certaines des familles les plus riches de France, elle abritait également beaucoup des plus pauvres. La petite délinquance augmentait, et chercher une dame qui aurait pu quitter Paris de son plein gré n'était pas une priorité pour eux. Dans les années qui suivirent, Victor poursuivit son travail tandis que Paris ne cessait de s'étendre. En 1878, les dernières touches ont été apportées à un palais élaboré qui a été construit sur la rive nord de la Seine, nommé Place du Trocadéro. C'était pour être le lieu de la Troisième Foire mondiale qui se tenait entre le 1er mai et le 10 novembre. Le 30 juin 1878, la tête achevée de la Statue de la Liberté a été présentée dans le jardin du palais du Trocadéro. Au début de la soirée du 10 septembre 1879, une dame nommée Madame Thierry a vu un grand monsieur se tenant de façon louche au coin d'une rue. Il était grand et vêtu d'un long manteau de type robe et portait une casquette.
Cette zone était toujours assez déserte la nuit. Elle a donc été surprise de voir quelqu'un. Généralement, seuls ceux qui préparent un mauvais coup se trouvent dans ce coin de Paris après la nuit tombée. Il y avait un petit ruisseau et il semblait y mettre quelque chose. Elle observait de loin et quand elle a vu le monsieur partir précipitamment, elle est allée découvrir ce qu'il avait laissé. C'était un paquet de viande fraîchement coupée. Elle se demandait pourquoi il avait laissé la viande là, vu son prix élevé. Lorsqu'elle l'a ramassé, un policier l'a repéré. Il lui a demandé ce qu'elle faisait exactement. Madame Thierry a expliqué les événements. Le policier a écouté, puis lui a demandé de le suivre au commissariat. Il y avait quelque chose d'étrange dans la viande et lorsque la police a demandé à un médecin de l'examiner, il leur a informé que la viande provenait d'un bras humain. Le chef de la police a donné l'ordre à ses officiers d'être en alerte et une recherche a été entreprise pour voir s'ils pouvaient trouver d'autres colis suspects. Après 2 jours de recherche, 77 colis supplémentaires ont été découverts. Ils ont tous été emmenés à la morgue, où le pathologiste a fait de son mieux pour reconstituer le corps. Cependant, l'identification était impossible, car la tête n'avait pas été trouvée. La police a interrogé Madame Thierry. Elle leur a dit que, bien qu'elle ne connaissait pas l'homme qu'elle avait vu, il ressemblait au gardien de la paix, qui était connu localement comme l'homme beau. Elle a également dit à l'inspecteur qu'elle croyait qu'en 1877, l'homme qu'elle avait vu avait vécu très près d'elle, à la rue de Roses. L'inspecteur a pris sa déclaration et l'a transmise au commissaire Lefebvre. Les 2 hommes ont convenu que le suspect pouvait ressembler à Victor Brévaux, mais c'était une personne qui avait un dossier militaire impeccable et qui avait travaillé pendant de nombreuses années pour maintenir la paix à Paris. C'était un suspect très improbable. Cependant, s'ils l'ont emmené pour l'interroger, Victor était nerveux et mal à l'aise lors de son interrogatoire par le commissaire. Ses réponses étaient vagues et il semblait incertain de ce qu'il devait dire exactement. Au début, il a dit qu'il ne connaissait pas la zone où Madame Thierry l'aurait prétendument vu. Cependant, le commissaire lui a rappelé que c'était un quartier de Paris où il avait souvent travaillé auparavant. Quand on lui a demandé où il était la veille au soir, il a dit qu'il avait été dans son appartement. Cependant, lorsque la police a interrogé ses voisins, ils ont dit qu'ils l'avaient vu sortir, portant un seau recouvert d'un tissu. Interrogé sur ce qu'il faisait avec un seau et un tissu, Victor a baissé les yeux. Il n'a rien dit pendant quelques instants, avant de lever la tête et fixant du regard un commissaire. Il a dit qu'il avait le seau et le chiffon sur lui, car c'était lui que Madame Thierry avait vu laisser le paquet près du ruisseau. Le commissaire a été quelque peu choqué par son aveu et a ordonné qu'une fouille soit entreprise dans l'appartement de Victor. Peu après leur arrivée, la police a retrouvé la tête manquante. La victime a été plus tard identifiée comme étant un bijoutier local nommé Monsieur le Noble. Sa femme a signalé sa disparition la veille au soir. Il avait 38 ans et avait 2 enfants âgés de 11 et 6 ans. Victor a dit au commissaire que le monsieur était venu à son appartement à sa demande dans l'intention de lui vendre une chaîne en or qu'il paierait par versement et pendant que le bijoutier notait les conditions de la vente, Victor l'a frappé avec un morceau de fer. Il l'a ensuite mis dans un coffre et a commencé à démembrer son corps. Ce soir-là, il a commencé à se débarrasser des parties du corps dans des zones qu'il connaissait autour de Paris. La fouille de l'appartement de Victor avait révélé d'autres objets d'intérêt, y compris des bijoux et un châle tartan distinctif. Interrogé à ce sujet, Victor a nié toute implication dans la disparition d'Adèle Blondon. Cependant, la police a continué à enquêter. De petites taches de sang ont été découvertes dans son ancien appartement sur la rue de l'Évangile et la sœur et la propriétaire de mademoiselle Blondon ont identifié le châle tartan comme lui ayant appartenu. Lorsque le commissaire a présenté cela à Victor, il a avoué le meurtre. Il a dit plus tard qu'après l'avoir tué, il avait démembré son corps et avait mis des morceaux dans différentes parties de Paris. Il a accepté de montrer au commissaire où sa tête était enterrée, et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit, Victor a indiqué l'endroit exact. Après quelques minutes de creusage, le crâne d'Adèle Blondon a été extrait de la terre. Le commissaire a interrogé Victor sur 2 crimes non résolus. Le premier concernait un collègue gardien de la paix qui avait disparu sans laisser de traces quelques années plus tôt, et l'autre concernait une belle dame issue d'une famille riche
qui passait son temps à voyager, à aller à des bals et à avoir des rendez-vous avec de beaux jeunes hommes qui avaient mystérieusement disparu 12 ans plus tôt, en 1867. Le commissaire lui a rappelé qu'il était la dernière personne à avoir vu la dame vivante. Victor a cependant déclaré qu'il n'avait rien à voir avec ces malheureux événements. Il a fait une déclaration avouant qu'il était responsable des meurtres de Madame Adèle Blondon et Monsieur Lenoble. Dans sa déclaration, il a exprimé ses profonds regrets pour ses actes. Le procès de Victor Prévost a commencé à Paris le 7 décembre 1879. Lors du procès, il est resté impassible, calme et répondant aux questions du juge quand on l'interrogeait. Des déclarations ont été lues et des témoins ont été appelés, mais le résultat n'a jamais été en doute. Lorsque le jury est sorti pour délibérer sur leur verdict, ils sont revenus 20 minutes plus tard pour déclarer l'accusé coupable et Victor Prévost a été condamné à mort. Il a été emmené à la grande prison de La Roquette et ses avocats ont fait appel de sa condamnation. Pendant que cela était examiné, il parlait souvent aux prêtres de la prison. Il a assisté à la messe et a reçu sa première communion, chose qu'il n'avait pas faite enfant. Il a aussi écrit à son frère Adolphe. Dans cette lettre, il a exprimé combien il était désolé de ce qu'il avait fait et a demandé son pardon. Son appel a été infructueux, tout comme sa demande de pardon. Et à 7 heures, le 19 janvier 1880, Victor-Joseph Prévost a été guillotiné devant une grande foule qui, malgré un matin très froid à Paris, était venue voir son exécution. Et la vidéo la plus aimée de 2021 était en fait la première vidéo lancée cette année-là, le 4 janvier. Martha Garretson est née le 8 septembre 1849 à Reddington Township, qui se trouve du côté est du comté de Huntsman, New Jersey. Son père s'appelait Isaac et sa mère s'appelait Helen. Elle a eu une éducation stricte, mais une fois ses études terminées, elle a commencé à travailler comme couturière. Elle a épousé Wesley Savicol. Cependant, le mariage n'était pas heureux et le couple se disputait souvent. Mais Martha a donné naissance à un fils avec un couple nommé Ross. Pendant un moment, le fait de se concentrer sur un bébé semblait rapprocher le couple. Mais lorsque leur fils a eu 3 ans, la relation entre Martha et Wesley s'est encore détériorée et finalement Wesley est parti et a quitté le New Jersey. Bien que Martha ait été soulagée qu'il soit parti, cela l'a laissée dans une situation financière très précaire et elle était incapable de subvenir aux besoins de son enfant. Elle est tombée dans des circonstances assez désespérées et a donc accepté à contre-cœur que Ross soit adopté par M. William B. Aschenbach et sa femme, qui possédaient une entreprise prospère à Newark. Leur propre fils venait de mourir et le couple a informé Martha qu'il renommerait son fils William. Bien que M. et Mme Aschenbach aient adopté Ross, ils ont convenu que Martha serait autorisée à lui rendre visite. Elle a monté une entreprise de couture avec sa sœur, mais les revenus n'étaient pas suffisants et elle avait du mal à payer son loyer et ses factures. Ainsi, en 1893, elle a postulé pour le poste de gouvernante pour un monsieur nommé William W. Place, qui vivait au 598 rue Hancock à Brooklyn. William était veuf et avait une fille adolescente nommée Ida. C'était une jeune dame jolie et bien éduquée, et tout le monde qui lui parlait la trouvait tout à fait charmante. Martha a pris sa place dans la maison. Enfin, elle vivait confortablement. Elle avait une belle chambre, un revenu régulier, et William et Ida la faisaient se sentir la bienvenue. Elle semblait beaucoup aimer Ida et passait beaucoup de temps à lui parler. Ida trouvait souvent plus facile de discuter de certaines choses avec la nouvelle gouvernante plutôt qu'avec son père, et les deux semblaient être assez proches. Cependant, le rôle de Martha n'était pas d'être une belle-mère pour la fille adolescente de son maître. Son rôle était de maintenir une maison bien gérée et elle le faisait de manière disciplinée et respectueuse. William était très impressionné par son travail et a commencé à lui accorder plus d'attention. Il avait trouvé cela difficile après la triste mort de sa femme, mais maintenant, avec Martha dans la maison, l'avait aidé à s'adapter. C'était un monsieur très agréable et travailleur. Il occupait un très bon poste dans une compagnie d'assurance et voulait que sa fille ait toutes les opportunités que sa défunte femme aurait souhaité qu'elle ait.
Maintenant que Martha était là, il pouvait se concentrer sur son travail en sachant qu'elle aiderait à s'assurer que sa fille grandirait pour devenir une jeune dame très éloquente et bien élevée. Il ne fallut pas longtemps avant que William commence à éprouver des sentiments pour sa gouvernante attentionnée et aimable, et seulement quelques mois après son arrivée dans la maison, William a demandé Martha en mariage. Bien sûr, Martha a accepté. Il n'y a pas si longtemps, elle s'était retrouvée dans des circonstances terribles après le départ de son mari et sans aucun moyen financier, elle avait dû organiser l'adoption de son fils. Maintenant, elle serait la maîtresse d'une très belle maison et l'épouse d'un gentleman très respectable et digne. Elle pensait qu'elle pourrait également amener son fils à vivre au 598 rue Hancock. Les proches et les collègues de William n'étaient pas convaincus que se marier avec Martha était la bonne chose à faire pour lui, et ses frères l'avaient précédemment conseillé de ne pas s'impliquer romantiquement avec la gouvernante. Bien qu'ils ne la connaissent pas très bien, ils la considéraient comme une femme sévère et disciplinée, pas la dame au tempérament bienveillant dont il leur avait dit qu'il était si attaché. Cependant, malgré leurs réserves, William a épousé Martha et elle est devenue Madame Martha Place. Après le mariage en 1893, tout allait bien, mais avec le temps, la relation entre William et Martha a commencé à se détériorer. Elle était une excellente ménagère et les voisins se demandaient si c'était la raison pour laquelle ils l'avaient épousée. Ida grandissait. Elle était remarquée par de jeunes messieurs désireux de la courtiser et Martha semblait ressentir à la fois la popularité de sa belle-fille ainsi que la relation qu'Ida avait avec William. Il la chérissait et passait autant de temps qu'il le pouvait en sa compagnie. Elle était une très bonne pianiste et jouait souvent le soir pendant que William se tenait près du piano et chantait. Ils sortaient aussi ensemble et prenaient des photos. William était un photographe passionné. L'appareil photo a fait beaucoup de chemin depuis son invention au début du 19e siècle. En 1888, Kodak a introduit le premier appareil photo à boîte largement adopté par le public et son design est devenu l'archétype des designs d'appareils photo à boîte qui ont été produits par différents fabricants. William aimait beaucoup prendre des photos et son enthousiasme était partagé par sa fille, qui l'accompagnait souvent lorsqu'il sortait pour prendre des photos. Martha n'aimait pas la relation père-fille que William et Ida entretenaient. Elle avait essayé de persuader son mari de laisser son fils Ross venir vivre avec eux, mais William a toujours refusé, et cela lui a causé beaucoup de détresse. Malgré une vie relativement confortable, Martha n'était pas heureuse. Elle employait une gouvernante nommée Hilda Jans, elle n'avait donc plus le fardeau de gérer la maison. Mais à mesure que sa belle-fille grandissait, les disputes entre Martha et Ida devenaient des événements réguliers dans la maison. Martha a toujours été stricte et était d'avis qu'Ida devenait de plus en plus désobéissante et irrespectueuse, tandis qu'Ida considérait sa belle-mère comme une femme de mauvaise humeur et querelleuse. Plus Martha essayait de discipliner sa belle-fille, plus Ida désobéissait aux instructions de sa belle-mère, et elle le faisait en sachant que son père prendrait invariablement son parti dans tout conflit. Martha s'est particulièrement agacée lorsque son mari a transféré la propriété de leur maison au 598 rue Hancock à sa fille. Elle n'avait pas oublié à quel point c'était difficile quand son premier mari était parti et se demandait ce qui lui arriverait si quelque chose arrivait à William. Après tout, elle était sa femme et pensait qu'il était tout à fait normal qu'elle hérite de la maison en cas de décès de son mari. Mais William se lassait de plus en plus de Martha et de son comportement erratique, surtout envers sa fille. À l'insu de Martha, il avait engagé un détective privé pour la suivre dans le but d'obtenir des preuves, ce qui lui permettrait d'obtenir un divorce. Cependant, le détective privé n'a rien découvert de suspect. Dans la matinée, le 7 février, William a parlé sévèrement à Martha. Sa fille lui avait raconté des histoires à son sujet et il voulait savoir si elles étaient vraies. Martha a dit qu'elle ne l'était pas, mais William ne semblait pas la croire. Et finalement, après une dispute, il a frappé sa femme au visage. William est parti travailler, laissant Martha très perturbée par son départ soudain.
Il était manifestement mécontent d'elle et elle sentait qu'il y avait une atmosphère désagréable dans la maison. Elle est allée voir Ida dans sa chambre. Il était tôt et Ida était encore en train de s'habiller. Martha l'a interrogée sur pourquoi elle avait inventé ces histoires et les avait racontées à son père. Cependant, Ida l'a simplement ignorée. À ce moment-là, Martha était furieuse. Sa belle-fille de 17 ans ne devrait pas parler à la femme de son père de manière aussi irrespectueuse. Maintenant, Martha et Ida ont commencé à crier et finalement Martha a quitté la pièce, claquant la porte derrière elle. Elle est allée dans sa chambre, mais elle n'a pas réussi à se calmer. Elle était connue pour être une femme au tempérament explosif et des années de jalousie et de ressentiment envers Ida l'avaient soudainement submergée. Sans réfléchir, elle a pris une bouteille d'acide carbolique de l'étagère et a couru vers la chambre d'Ida. Alors que la jeune dame se retournait, Martha lui a jeté au visage. Ida a crié, alors Martha l'a frappée puis elle a étouffé son visage avec un oreiller jusqu'à ce qu'Ida Place était morte. Toute l'agitation a été entendue par la gouvernante qui se demandait ce qui se passait. Elle savait que sa maîtresse et sa belle-fille se disputaient souvent, mais cette fois-ci, cela semblait bien pire que d'habitude. Elle monta en haut des escaliers, arrivant juste au moment où Martha sortait de la chambre d'Ida. Sa maîtresse lui a dit de retourner à la cuisine, insistant sur le fait qu'elle et Ida venaient d'avoir une petite querelle. Martha a passé le reste de la journée à s'occuper de la maison. Pour éviter que sa servante ne découvre ce qu'elle avait fait, elle l'a envoyée faire des courses. El Pechal a aussi pris la hache à la cave. William est rentré chez lui peu après 18 heures. Alors qu'il fermait la porte de la maison, il se retourna et du coin de l'œil, il vit Martha se précipiter vers lui avec une hache. Elle le frappa et le renversa au sol. Elle le frappa ensuite à nouveau avant de monter à l'étage. Il n'est pas clair si elle croyait qu'il était mort ou non, mais William a réussi à atteindre la porte. Il l'a ouverte et est tombé sur le trottoir. Il était semi-conscient et sa tête saignait. Les voisins ont immédiatement contacté la police qui s'est précipitée au 598 rue Hancock. En entrant dans la maison, ils ont remarqué l'odeur distincte de gaz. Il ne leur a pas fallu longtemps pour découvrir Madame Martha Place, qui était inconsciente. Dans une tentative de mettre fin à sa vie, elle avait ouvert les robinets de gaz, s'était enveloppée dans une couverture et avait couvert son visage avec des oreillers. La police a vérifié le reste de la maison et dans l'une des chambres à l'étage, ils ont découvert le corps de Ida Place, âgée de 17 ans, allongée sur son lit. Martha a été arrêtée et emmenée à l'hôpital. Une fois jugée suffisamment en forme, elle a été emmenée au quartier général de la police pour y être interrogée. Après avoir fait une déclaration, elle a ensuite été emmenée au tribunal de police de Gates Avenue, où elle a été accusée du meurtre de sa belle-fille, mademoiselle Ida Place, et de la tentative de meurtre de son mari, monsieur William Place. Le procès de Martha Place a commencé le 5 juillet 1898, et la presse et le public l'ont trouvé d'un intérêt particulier. Une épouse jalouse qui avait assassiné sa belle-fille et attaqué son mari à la hache. Malgré les preuves apparemment accablantes contre elle, Martha a plaidé non coupable. Son frère a informé le tribunal que lorsque Martha était enfant, elle est tombée d'une luge et s'est cognée la tête. Il a dit qu'elle n'avait jamais été la même depuis. L'accident avait grandement affecté sa santé mentale. Il a ajouté qu'elle se plaignait souvent de souffrir de maux de tête. Au tribunal, Martha a adopté la même attitude qu'elle a toujours eue. Droite et sévère, ne montrant aucune émotion et semblant sans remords, une attitude qui n'attirerait que peu de sympathie de la part du jury. Des témoins, y compris William Place, la femme de ménage du couple, des voisins et des amis, ont tous décrit une femme jalouse, au tempérament vif et querelleuse, qui ne pouvait accepter la relation étroite entre son mari et sa fille. Lorsque le procès s'est terminé, le jury a été envoyé pour délibérer. Ils sont revenus 4 heures plus tard pour trouver l'accusée, Martha Place, coupable de meurtre, et le juge l'a condamnée à mort. Elle a été conduite à la prison de Sing Sing en attendant son sort. Sa condamnation a été appelée, et un rapport a été commandé pour déterminer si Martha était effectivement folle. Le rapport a conclu qu'elle ne l'était pas,
et le gouverneur Theodore Roosevelt a refusé de commuer sa peine. Le 20e mars 1899, Martha Meplace, âgée de 44 ans, a été exécutée et est devenue la première femme à être exécutée sur la chaise électrique. Son mari William s'est complètement rétabli de son attaque et est décédé en 1923 à l'âge de 71 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Je tiens à vous remercier pour votre soutien pendant 2022, pour tous les commentaires et retours, et pour avoir réellement pris le temps de regarder les vidéos. En mai 2023, la chaîne aura 5 ans. Il me semble que j'ai commencé il y a peu de temps, mais évidemment, beaucoup de choses se sont passées dans le monde depuis mai 2018. Si vous souhaitez voir quelque chose sur la chaîne, faites-le moi savoir et j'espère vous voir tous à la même heure la semaine prochaine pour une autre brève affaire.